Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Delphine Morel, je suis membre du groupe support développement durable RSE du cabinet Syndex et je suis aujourd'hui accompagnée de Olivier Chabrol qui est notre coordinateur sur l'expertise en RSE au sein du cabinet. Bonjour. Alors, nous sommes heureux de vous accueillir à notre premier webinaire consacré au devoir de vigilance. Donc, pendant cette session aujourd'hui, nous allons aborder trois thèmes ensemble. Déjà, tout d'abord, voir en quoi le devoir de vigilance répond à une attente syndicale de longue date. Ensuite, nous rentrerons un peu plus en détail dans la loi française et ses implications sur les entreprises. Et enfin, nous verrons les leviers d'utilisation possibles pour les représentants du personnel et les organisations syndicales. Comme vous le verrez, ce webinaire donne une lecture de la loi et de ses conséquences au travers du rôle des organisations syndicales et des représentants du personnel. Effectivement, il est particulièrement destiné. Enfin, avant de démarrer, nous vous rappelons qu'un prochain webinaire sera organisé le 9 octobre à midi. Et celui-ci portera sur les premiers retours des plans de vigilance publiés en 2018 et les enseignements qu'on peut déjà en tirer, toujours sous l'angle de l'articulation avec le dialogue social. Voilà, donc je vais commencer par laisser la parole à Olivier pour démarrer. Alors effectivement, comme tu l'as dit Delphine, le mouvement syndical se préoccupe depuis très longtemps de la responsabilité des entreprises vis-à-vis des filières dans lesquelles elles sont insérées, et en particulier vis-à-vis des relations avec leurs sous-traitants, leurs fournisseurs, et de façon générale avec leurs filières d'approvisionnement. Il y a d'ailleurs eu de nombreuses campagnes qui ont été orchestrées parfois par le mouvement syndical lui-même, parfois en coordination avec des organisations non gouvernementales, pour inciter les entreprises à assumer cette responsabilité. C'est dans cet esprit-là, par exemple, qu'en France, le collectif de l'éthique sur l'étiquette a rejoint le mouvement international de la Clean Clothes Campaign pour sensibiliser l'opinion sur des pratiques qu'elle dénonçait vis-à-vis du respect des droits de l'homme dans les filières d'approvisionnement. Et depuis quelques années, ce fut un combat difficile de la société civile pendant 5 années qui a duré le débat parlementaire sur ce sujet. Il y a eu l'élaboration du projet de loi sur le devoir de vigilance, sur lequel on va se pencher plus particulièrement aujourd'hui. La société civile et les organisations syndicales se sont rapprochées d'autres ONG et d'experts sur ce sujet au sein du Forum citoyen pour la RSE, qui a été un acteur majeur dans l'interface avec les pouvoirs publics et le patronat, qui avait quelques résistances à la mise en œuvre de cette loi. Donc, qu'est-ce que c'est que cette loi On passe à la diapo suivante. Donc, c'est une loi qui transpose en fait le concept de devoir de vigilance qui est apparu dans les textes internationaux avec la norme ISO 26000, donc en 2010, et donc qui invite les entreprises à la prudence et à la surveillance vis-à-vis de risques sociétaux, et donc des risques sociaux et environnementaux dans leurs activités et dans celles de leurs partenaires commerciaux en amont et en aval de leurs activités. Alors, le législateur français a décliné ce concept, qui est repris aussi auparavant dans les lignes directrices de l'OCDE, au travers de cette loi qui s'appelle la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises bénéficiaires. La loi concerne, la question qu'on peut se poser, c'est la loi concerne la vigilance des grands groupes, mais sur quelle société? En fait, la loi précise que le plan comporte des mesures de vigilance raisonnables sur des risques qui résultent à la fois des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle. Donc là, on voit bien que sont concernées les sociétés mères ou des mises d'ordre, mais également leurs filiales, qu'elles soient basées en France ou à l'étranger. Et d'autre part, ces mesures de vigilance doivent porter sur les activités des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, ainsi que la loi est rédigée, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. Et là, on voit bien que les fournisseurs et les sous-traitants de rang 1, qu'ils soient en France ou à l'étranger, sont également concernés. Donc, ce qui est intéressant avec cette loi, c'est qu'elle permet d'appréhender à la fois la complexité juridique des groupes de sociétés,
ainsi que la multiplicité des relations commerciales qu'elles peuvent entretenir avec d'autres acteurs économiques. Voilà, donc on voit bien que l'angle est bien celui des partenariats commerciaux et que il y a bien des voilà, et que des visées portant sur les droits humains ou environnementaux cherchent à être atteintes via la sphère économique. Pour les acteurs économiques qui ne sont pas couverts par les seuils qu'on a vus précédemment, les seuils de publication, beaucoup, en revanche, seront concernés par les relations d'affaires qui existent avec ces grands donneurs d'ordre. Je terminerai sur ce point par rapport aux entreprises concernées, c'est que l'un des points innovants de cette loi est bien son extraterritorialité. C'est-à-dire que le plan doit couvrir à la fois les filiales, mais également les fournisseurs et les sous-traitants, même si ces sociétés sont basées à l'étranger. Et ça, c'est quand même très, très innovant. Alors, qu'est-ce qui est un autre aspect innovant apporté par cette loi? C'est donc l'obligation de publication annuellement d'un document qui s'appelle le plan de vigilance. Et à quoi sert ce plan de vigilance? Eh bien, il sert justement à identifier les risques et prévenir les atteintes graves qui peuvent arriver sur 3 thématiques. Les 3 thématiques qui ont été retenues par les législateurs, c'est premièrement les droits humains et les libertés fondamentales, un sujet bien connu des organisations syndicales. La santé et la sécurité des personnes, et j'insiste bien sur le fait que ce n'est pas seulement la santé et la sécurité des salariés, mais bien des personnes au sens large. On peut penser par exemple à une entreprise qui produit du lait infantile, et bien les enfants qui peuvent être touchés dans leur santé par l'utilisation de ces produits, ça relève bien du plan de vigilance du producteur de lait. Troisième sujet, moins familier pour les organisations syndicales, mais de plus en plus malgré tout, le respect de l'environnement, au sens écologique du terme. Donc, sur ces 3 sujets-là, qui ont été les 3 sujets retenus par la loi parmi ceux proposés dans les ISO 26000, eh bien, il doit y avoir l'ensemble des activités de la maison mère ou de la maison d'ordre, ainsi que ceux des sociétés sous-traitantes et des filiales qui sont concernées, comme l'a expliqué tout à l'heure Delphine. Et ce qui est intéressant, c'est que le dispositif est en cours de déploiement, puisque nous avons une première publication des plans de vigilance cette année, on va en parler, on en parlera beaucoup dans le prochain webinaire, mais à partir de 2019, nous aurons aussi des informations complémentaires qui apparaîtront dans ces plans de vigilance qui seront publiés par les entreprises soumises à obligation. C'est le suivi et l'évaluation de l'efficacité de leur plan par les entreprises elles-mêmes. Donc là-dessus, les représentants du personnel et les organisations syndicales qui sont implantées auront évidemment un avis et des choses qu'elles pourront dire sur ces questions d'efficacité des mesures mises en œuvre pour prévenir ces risques et limiter les atteintes graves. Alors, Olivier, dis-nous un petit peu ce qu'il peut se passer en cas de non-respect de la loi. Alors, on espère que la plupart des entreprises vont respecter la loi. Malgré tout, il y a toujours des mauvais joueurs. Et qu'est-ce qui va se passer pour les mauvais joueurs? Heureusement, le législateur a prévu un dispositif avec des sanctions qui peuvent s'appliquer si une personne vient devant un juge, une personne ou une organisation. En fait, le législateur a prévu que toute personne justifiant d'un intérêt à agir peut saisir un juge. Donc il y a 2 cas de figure classiques, un cas de figure de type procédural qui est si l'entreprise n'a pas publié son plan de vigilance, et dans ces cas-là, la personne ira voir un tribunal de commerce, et le juge mettra alors en demeure l'entreprise de publier son plan avec des pénalités de retard, classiquement, au nombre de jours de retard par rapport à l'obligation, à la date d'obligation de publication. Ça peut s'élever à des grosses sommes, ce genre de pénalités. Mais le plus important, ce n'est pas l'aspect strictement procédural, quoique il a son importance, mais c'est surtout si ces plans de vigilance ne sont pas à la hauteur des enjeux et à la hauteur des risques qui peuvent être identifiés de l'intérieur ou de l'extérieur de l'entreprise. Et en particulier,
si on constate une violation des droits de l'homme ou qu'il y a une catastrophe environnementale qui est générée par les activités de l'entreprise. Dans ces cas-là, c'est alors la responsabilité civile de l'entreprise qui peut être invoquée devant un tribunal classique, devant une instance, et là, le juge pourra condamner l'entreprise donc à réparer les préjudices subis par les victimes, et là, évidemment, ce sera évalué en fonction de ces préjudices, ce qui peut être des montants très importants. Donc c'est une des raisons pour lesquelles la responsabilité sociale de l'entreprise, qui était beaucoup un domaine de la soft law, glisse avec ce système de sanctions juridiques vers une véritable justiciabilité des pratiques et une hard law, comme le dit le jargon de la RSE et le jargon juridique, c'est-à-dire qu'on a une contrainte dont se mêlent de plus en plus les départements juridiques d'entreprise et pas seulement les directions de la RSE, pas seulement les directions de la communication. Il y a un vrai enjeu de sécurité juridique pour les entreprises qui ne se donneraient pas les moyens d'une vigilance raisonnable, tel est le texte identifié légalement, pour dire que l'entreprise doit mettre des moyens pour assurer sa vigilance en fonction, en fait, de sa capacité d'influence. Évidemment, si elle ne le fait pas, eh bien, elle s'expose à ces risques juridiques et aussi, bien sûr, à des risques de réputation, parce qu'on peut bien imaginer que les journalistes reprendraient un certain nombre d'éléments qui feraient l'objet d'un procès devant un tribunal. Et ce genre de mauvaise publicité pour une entreprise, eh bien, c'est mauvais pour son économie, puisque ça diminue sa valeur intrinsèque. Sa valeur, si elle est en bourse, elle est clairement diminuée par ce type de problème reputationnel. Ok, merci Olivier. Alors, est-ce que tu peux nous exposer maintenant qu'est-ce qu'on doit trouver dans un plan de vigilance? Alors, on doit trouver plusieurs éléments dans un plan de vigilance, notamment ce qu'on va appeler en fait 5 briques, qui sont, on pourrait appeler volets également, qui constituent le plan de vigilance d'une entreprise. C'est le texte de loi qui guide clairement ces 5 briques. La première, ce sera une cartographie des risques qui est destinée à identifier ces risques, à les analyser et à les hiérarchiser. Une deuxième brique sera que l'entreprise mette en place des procédures d'évaluation régulière de la situation de ses filiales, de ses sous-traitants et ou de ses fournisseurs, avec lesquels est entretenue, donc, comme je le disais tout à l'heure, une relation commerciale établie, au regard de cette cartographie des risques, bien évidemment. La troisième brique, ce sera de mettre en place des actions adaptées d'atténuation des risques ou bien de prévention des atteintes graves. Quatrième volet, un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques va devoir être mis en place, et la loi prévoit explicitement que ce mécanisme de recueil d'alerte et de recueil des signalements soit établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans la société. Ça, c'est important, on reviendra sur ce point un petit peu plus tard avec Olivier. Et enfin, dernière brique, l'entreprise va devoir mettre en place un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et également un dispositif d'évaluation de leur efficacité. Donc, le plan de vigilance, ce qu'il faut retenir, c'est que le plan de vigilance et le contenu, le compte-rendu, de sa mise en œuvre effective seront rendus publics et inclus dans le rapport annuel de gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est quand même assez nouveau, le fait qu'il y ait cette publication et donc qu'il y ait un rendu qui puisse être public sur lequel, en fait, on pourra s'appuyer pour voir un petit peu ce qu'il en est. À retenir enfin par rapport à cette dynamique de ce dispositif de plan de vigilance, c'est qu'en fin de compte, les plans ne sont pas figés. En fait, ils peuvent et ils doivent évoluer aussi souvent que les risques évoluent. Donc, on est vraiment dans le principe de l'amélioration continue, qui est également celui de la responsabilité sociale des entreprises. Donc, le devoir de vigilance rentre vraiment dans ce dispositif-là. Tout à fait, il s'insère dans les systèmes de management. Et la publication, elle doit d'ailleurs figurer dans le rapport annuel de gestion. C'est un élément qui est accessible au public. Et pour les grandes entreprises qui sont cotées, souvent ça va se trouver dans leur document de référence, un document qu'on peut télécharger sur les sites internet. Alors, parlons de l'articulation avec les parties prenantes. Tout à fait. Et tu veux nous expliquer ça? Oui, un point important de ce dispositif sur le plan de vigilance, c'est que la loi prévoit que ce plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes. Elles sont clairement dénommées dans la loi. Alors, les parties prenantes, elles regroupent toutes les parties intéressées
par la vie économique de l'entreprise. Et évidemment, au premier chef, les représentants du personnel sont bien des parties prenantes de l'entreprise, certains même les appellent des parties constituantes. Donc à ce titre, vous le voyez hein, sur le schéma, les parties prenantes sont au cœur de l'élaboration, hein, au sens de l'association que les entreprises doivent mener avec elles. Et donc les représentants du personnel ont une grande légitimité d'intervention dans ces processus. Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est quels représentants? Mais tout à la fois ceux des entreprises qui vont publier le plan de vigilance, mais également les représentants du personnel qui font partie des filiales directes et indirectes, mais également ceux qui sont situés dans les entreprises sous-traitantes ou fournisseurs. On reviendra un petit peu plus loin sur justement les leviers pour chacune de ces instances et comment pouvoir intervenir dans l'élaboration des plans de vigilance. Je terminerai sur un point, c'est que la loi indique que la concertation peut avoir lieu également, donc non seulement au périmètre de l'entreprise et de ses parties prenantes, mais également dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Donc, ce serait très intéressant, effectivement, de voir ça mis en place. Pour l'instant, pas beaucoup qui ont encore émergé, mais la loi le prévoit. D'ailleurs, c'est un point sur lequel le mouvement syndical a exprimé dès le mois de juin dernier, à l'occasion d'une réunion de l'OIT, qu'il voulait encourager ce travail d'interface, de relation entre les représentants du personnel et les organisations syndicales implanté le long des filières. Parce qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de coordination entre les syndicalistes, de circulation de l'information, pour aller contre ce phénomène de segmentation du droit et tout ce problème de l'autonomie juridique qui prévaut aujourd'hui dans le monde entier entre les entités que sont les sociétés et qui ne permet pas facilement aux organisations syndicales implantées dans chaque société d'une filière de travailler ne serait-ce qu'en concertation ou même d'élaborer des revendications communes. Donc ça, c'est un point qui est très cher au mouvement syndical et dont on va probablement voir des initiatives se développer dans les mois à venir. Alors, on peut parler peut-être plus particulièrement de ce que la loi a prévu de spécifique comme prérogative pour les organisations syndicales. Et je vais évoquer le mécanisme d'alerte et de recueil des signalements pour lequel c'est explicitement indiqué dans la loi que ça doit être établi en concertation, établi avec les organisations syndicales implantées dans la société. Alors, pourquoi? Eh bien, les mécanismes d'alerte et de recueil des signalements à l'intérieur des entreprises, c'est un peu le savoir-faire de très longue date des organisations syndicales, hein, beaucoup constituées pour ça, hein, quand il y avait des situations qui méritaient d'en parler, donc de faire des signalements, voire même de faire des alertes, parce qu'il y avait des choses qui étaient inacceptables dans ce qu'elles constataient, par exemple, pour les conditions de travail. Donc là-dessus, les syndicalistes ont des choses à dire, savent s'organiser pour le dire et peuvent probablement proposer à leurs entreprises une articulation intelligente de la gestion des alertes et des signalements à l'intérieur de ces groupes tyranniques. Et notamment, ils peuvent s'assurer du respect de l'esprit de la loi et en particulier pour ce qui concerne la protection de ceux qui portent les signalements qui peuvent pour lesquels il pourrait y avoir des représailles contre eux, voire même des alertes. Hein. On sait bien que les lanceurs d'alerte se mettent souvent en difficulté par rapport à leur employeur parce que ils révèlent des pratiques qui sont éventuellement condamnables ou en tout cas que les clients ou la société en général ne trouvent pas normaux, voire pas acceptables du tout. Alors, le choix de ces dispositifs, l'influence sur ces processus, sur la collecte et le traitement de ces alertes, sur les questions du respect de l'anonymat des personnes interrogées, sur le fait qu'elles puissent rester salariés dans l'entreprise, eh bien, c'est des processus sur lesquels les syndicalistes ont de longue date posé ce genre de questions, ont des réponses qui correspondent aux différentes cultures dans les différents pays, et donc ils ont tout intérêt à apporter leur savoir-faire, leurs connaissances, leurs idées en la matière. Voilà. Donc sur ce sujet-là, évidemment, c'est un sujet, une porte d'entrée pour eux, hein, puisque la loi les y invite, et se saisir des plans de vigilance par cette porte-là ne peut pas leur être refusé par leur employeur.
Alors, pour compléter le propos d'Olivier sur justement quelle implication des représentants du personnel dans le cadre de ces dispositifs de plan de vigilance, je vous propose de s'interroger un peu sur quelles sont les instances mobilisables pour interagir avec la direction de l'entreprise sur le sujet. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est peut-être 3 points. C'est de se dire que dans une entreprise visée par cette loi qui est à dimension extraterritoriale, le niveau le plus pertinent de dialogue social avec la direction est l'instance la plus large dans l'organisation. Donc, par exemple, le comité d'entreprise européen ou mondial, s'il existe, ou encore le comité de groupe. Cependant, les instances de dialogue social qui seraient plus éloignées, par exemple, plus éloignées de la direction du groupe qui va élaborer le plan de vigilance, par exemple, les instances de représentation du personnel au sein des filiales sont aussi des parties prenantes légitimes. Donc, à ce titre, toutes peuvent demander à leur direction d'intégrer dans le cadre du dialogue social des éléments relatifs au devoir de vigilance et notamment dans les informations consultation. Donc, que ce soit dans les informations consultation annuelles obligatoires, comme par exemple celles sur la situation économique et financière, celles sur les orientations stratégiques de l'entreprise, ou encore l'information consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi. L'ensemble de ces consultations vont aborder, ou peuvent aborder d'une manière ou d'une autre, les sujets relatifs au devoir de vigilance. Enfin, ce qu'on peut retenir, c'est que les échanges entre les différents niveaux d'IRP sont un plus pour remonter les connaissances issues du terrain. Comme l'a dit tout à l'heure Olivier, effectivement, la bonne connaissance terrain des organisations syndicales et plus largement des instances représentatives du personnel sur notamment l'identification des risques, la cartographie, l'apport en termes de cartographie des risques est important, et également aussi pour informer sur les revendications syndicales, notamment en termes de mécanismes d'alerte. Un dernier élément qui est intéressant, c'est le rôle des administrateurs salariés, quand évidemment ils élisent donc la taille des entreprises. On l'a dit, le plan de vigilance, il est élaboré par la direction. Toutefois, comme maintenant le rapport de gestion doit intégrer la publication de ce plan de vigilance, celui-ci est déjà validé, doit être validé par le conseil d'administration. Comme ils sont présents à ce conseil, les administrateurs salariés peuvent donc aussi peser sur l'évolution du plan. Les administrateurs qui ont un mandat par une organisation syndicale. Tout à fait. Voilà un peu ce qu'on pouvait se dire sur les instances mobilisables. Alors, maintenant, abordons ensemble quels axes, sur quels axes peut porter le dialogue social. Donc, on a dit de préalable, les représentants du personnel sont bien placés pour contribuer à l'analyse des risques. Voilà, ça fait partie de leur mission depuis toujours. Par ailleurs, la bonne connaissance des organisations syndicales et l'expérience des mécanismes d'alerte est également un avantage très important sur lequel ils peuvent s'appuyer pour aller faire valoir, même si la loi le prévoit, donc, leur participation. Donc les axes, maintenant qu'on s'est dit ça, les axes en fait sur lesquels ils peuvent travailler, c'est premièrement le suivi et l'efficacité des mesures de prévention et d'atténuation. Hein, grâce à toute cette bonne connaissance terrain, beaucoup d'idées peuvent émerger. Et ça en particulier dans le cadre de la prochaine publication qui aura lieu en 2019 sur le reporting de l'exercice 2018, c'est la nouvelle brique qui devra figurer dans les plans de vigilance. Cette question de suivi, c'est vraiment d'actualité là dans le dialogue. Les conséquences, donc le deuxième axe, c'est de mesurer les conséquences potentielles en termes économiques et sociaux du côté de l'entreprise, mais également du côté des fournisseurs et des sous-traitants. C'est-à-dire en fait qu'on soit une instance, qu'on soit un représentant dans une instance de l'entreprise qui élabore le plan, ou bien qu'on soit dans une instance d'une entreprise qui va être soumise au plan de vigilance de son donneur d'ordre, on va avoir un rôle à jouer et des apports qui sont aussi très importants. Et enfin, dernier axe, c'est travailler sur mettre au cœur du dialogue social la recherche d'une équité plus importante, notamment dans les relations donneur d'ordre sous-traitant. Parfois, effectivement, laisse largement à désirer. On a une question qui est arrivée d'un auditeur du webinaire
D'accord? Donc, sur le mécanisme d'alerte, peut-être qu'on peut y répondre. Oui, pourquoi pas, Voilà. puisqu'on vient d'en parler. Donc, un auditeur nous dit mon entreprise a déjà mis en place un mécanisme d'alerte dans le cadre de la loi Sapin 2. Est-ce que cela suffit? Alors, effectivement, la plupart des entreprises qui sont soumises à la loi sur le devoir de vigilance étaient quelques mois plus tôt aussi soumises à cette loi qui vise plutôt la lutte contre la corruption. Hein. Pas tout à fait les mêmes sujets, mais le même type de dispositif avec une obligation de reporting et un système d'alerte, mais qui lui était orienté uniquement sur l'interne, c'est-à-dire actionnable uniquement par les employés de l'entreprise. Ça, c'est une grande différence avec les systèmes d'alerte qui devaient être mis en place dans le cadre du respect de la loi sur le devoir de vigilance. Les systèmes d'alerte doivent être ouverts à tous, hein, de l'intérieur de l'entreprise ou de l'extérieur de l'entreprise, que ce soit chez un sous-traitant, un fournisseur, ou même toute personne lambda. Ça peut être un consommateur qui estime avoir une inquiétude par rapport à un risque ou qui constate qu'il souhaite faire un signalement à l'entreprise sur une conséquence qui le préoccupe liée aux activités de cette entreprise, qu'il soit riverain ou pour toute autre raison. Donc, on a cette différence entre l'externe doit pouvoir aussi avoir accès de façon simple, visible au système d'alerte mis en place par l'entreprise. Deuxième aspect, nous l'avons déjà évoqué, c'est qu'effectivement, ça ne porte pas que sur la corruption, ça porte sur les sujets du devoir de vigilance, c'est-à-dire tous les droits de l'homme et les questions environnementales, respect de l'environnement. Toute atteinte à l'environnement peut donc faire l'objet d'un signalement ou d'une alerte, ainsi que la santé et la sécurité des personnes. Merci pour cette réponse, Olivier. On va prendre d'autres questions après, mais je vous propose de terminer sur ce point-là. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on propose à Syndex pour nos clients et pour toutes les équipes avec lesquelles on travaille peut-être pas encore, mais qui seraient intéressées pour avoir un accompagnement sur ce sujet. D'abord, eh bien, dans le prolongement direct de ce webinaire, on a construit des modules de formation spécifiques qui peuvent être proposés aux représentants du personnel ou aux équipes syndicales sur une demi-journée ou sur une journée. Ou on peut même faire des formations à la demande en discutant avec vous. Ensuite, le cœur de notre métier, c'est l'analyse, l'analyse des pratiques d'entreprise pour préparer le dialogue social. Et dans ce cadre-là, eh bien, évidemment, on peut analyser les plans de vigilance. Et ça peut être fait dans le cadre des missions récurrentes, dans le cadre légal, que ce soit pour les comités d'entreprise ou les nouveaux CSE. Et ça peut se faire dans le cadre des missions légales classiques, comme l'a dit Delphine tout à l'heure, situation économique et financière, orientation stratégique et politique sociale et conditions de travail. Orientation stratégique, clairement, la relation avec les sous-traitants, surtout dans les filières très segmentées, c'est une question clé. Donc, la façon dont est abordé le plan de vigilance sur ces missions-là, il est assez évidente. Et puis, sur la situation économique et financière, bien sûr, toutes les conséquences du plan de vigilance peuvent être analysées par nos experts. On peut faire ça aussi pour les comités d'entreprise européens et même pour les comités mondiaux, pour les quelques entreprises qui se sont dotées d'un comité mondial. Enfin, en plus de ces missions, je dirais, classiques, eh bien, de plus en plus souvent, on fait de l'accompagnement conseil auprès des représentants du personnel. Ça peut faire l'objet de missions contractuelles, directement avec le comité d'entreprise, soit de façon multipartite avec la direction, et en particulier sur les dispositifs sur lesquels les représentants du personnel et les organisations syndicales souhaitent intervenir, avoir leur mot à dire ou souhaitent participer à leur amélioration. Alors, c'est le cas évidemment des systèmes d'alerte et de signalement, puisque là, la loi invite à ce qu'ils soient établis avec eux, donc on peut les y aider, leur donner des points de comparaison avec ce qui se fait dans d'autres entreprises comparables, avec des éléments pour leur dialogue social. Et bien sûr aussi sur la cartographie des risques. Par notre métier depuis 40 ans, on connaît bien les filières de tous les secteurs d'activité. Donc, la nature de certains risques nous est familière. Les points durs, les points difficiles qui sont soulevés par des équipes syndicales, que ce soit notamment et en particulier chez les sous-traitants en France, sont des choses qu'on approche classiquement et donc sur lesquelles on peut aider
à documenter certains risques. Voilà les 3 types d'offres: formation, analyse de plan de vigilance ou accompagnement conseil pour l'amélioration. Alors, on a fini la présentation qu'on avait prévu de faire de façon un peu formelle et on peut rentrer dans une phase plus interactive si vous le souhaitez. En particulier, alors je sais qu'Emmanuel répond à pas mal de questions en direct, j'ai pas pu suivre tous les échanges, mais si vous avez des questions sur lesquelles on peut intervenir plus en détail verbalement, eh bien, c'est maintenant qu'on va le faire. Alors, je vais vous proposer qu'on réponde à celle-ci, voilà, de Nicolas, qui nous dit qu'il avait lu que le Conseil constitutionnel avait émis des réserves et censuré le principe d'amende en raison de l'utilisation de termes trop généraux, d'un périmètre trop flou, et donc il voulait savoir ce qu'il en est en termes de Alors, Nicolas a raison. Le Conseil constitutionnel a passé au crible le texte qui était sorti du Parlement et a rejeté un des éléments qui avait fait l'objet du vote et qui proposait des amendes pouvant atteindre 30 millions d'euros pour parmi la panoplie des sanctions que pouvait donner un juge. Bon, le Conseil constitutionnel a jugé que c'était pas en accord avec le droit français et ses usages. Ça n'empêche pas, hein, comme je l'ai exposé tout à l'heure, qu'il y a des vraies sanctions possibles, en particulier s'il y a des violations qui sont constatées et s'il y a des dommages qui sont subis. Il faudra réparer ces dommages. Ces dommages, ils peuvent être très élevés. Hein, dans le cas de pollution environnementale, ça peut atteindre des sommes très importantes. Donc, ça encourage nettement les entreprises à prendre le sujet à la racine et de ne pas attendre d'avoir un scandale à gérer et à rembourser. Le cas d'Erika était un précédent intéressant qui a inspiré d'ailleurs le législateur. Et c'est ça qui va être mieux encadré pour mieux juger comment évaluer les sanctions qui sont persistantes, même si cette amende a disparu du projet de loi. Ok, merci Olivier. Donc, il y a plein d'autres questions, voilà. Alors on va en prendre une autre. Alors on a une autre question de Aurore qui nous demande quelle commission du comité européen, du CCE ou du CE vous semble la plus légitime pour travailler sur le sujet? Toutes les commissions sont légitimes. Ouais. Toutes les instances sont légitimes. À partir du moment où des représentants du personnel ont quelque chose à dire, qu'ils ne se privent pas de dire et d'intervenir, c'est le principe même de la RSE. Les parties prenantes, toute personne qui se considère partie prenante. Alors, de l'intérieur de l'entreprise, il n'y a aucun doute, tout le monde est partie prenante. Ensuite, pour influencer effectivement les choses, et comme on le disait tout à l'heure, je crois que c'est quelqu'un qui soulignait ce point, l'articulation entre les instances va favoriser leur prise en compte par la direction. Hein, c'est ce qu'on a déjà vu dans un certain nombre de cas, on pourra vous en parler lors du prochain webinaire. Et en particulier, si ça remonte jusqu'à l'instance la plus large de l'entreprise, typiquement dans sa question Aurore a cité le comité européen, eh bien, il y aura une réponse directe à faire probablement aux directeurs généraux du groupe, ou voire même à son président, alors que quand on a une instance locale, eh bien, l'interlocuteur a moins les mains libres pour répondre sur des choses qui concernent l'ensemble du groupe. Mais les questions peuvent circuler et on peut les poser à tous les niveaux. Alors, pour compléter ta réponse, Olivier, j'ajouterais que la question d'Aurore, elle pose sur le sujet des commissions. Alors, Aurore, hein, si je comprends bien votre question également, si vous pensez par exemple aux commissions économiques, aux commissions formation, aux différentes commissions possibles mises en place au sein des instances, moi je répondrais que au-delà de l'articulation nécessaire entre les instances, sur le sujet des commissions, tout dépend de l'angle, en fait, que votre instance choisira de pousser au travers de ce dispositif du devoir de vigilance. Si par exemple, l'objectif de l'instance est de pousser des risques en termes justement dans la relation donneur d'ordre sous-traitant, c'est plus la commission économique qui s'emparera du sujet. Si on n'est plus sur des sujets sociaux, voilà, ce sera une autre commission. Oui, s'il y a une question, par exemple, de discrimination en femmes, voilà, eh bien, il y a souvent des commissions qui sont dédiées à ces questions d'égalité professionnelle, et là, c'est la porte d'entrée naturelle. S'il y a des commissions thématiques et qu'il y a une problématique spécifique sur une thématique, évidemment, c'est elle qui sera la plus naturelle pour entrer, mais toutes sont légitimes. Je reviens vraiment sur cette idée, c'est qu'il ne faut pas s'interdire d'intervenir parce que on n'est plus dans le cadre du droit social au sens du code du travail. Hein. Sur ce sujet-là, on est dans le droit des affaires, c'est le code de commerce.
Donc, il ne faut pas se sentir limité parce que beaucoup de DRH ont l'habitude de cadrer en disant ben, on peut aborder telle question et pas telle autre parce que c'est le droit du travail qui nous dit ça. Là, on n'a plus ces limites. Avec ces dispositifs-là, c'est d'ailleurs tout leur intérêt, c'est aussi pour ça que les ONG s'y intéressent, c'est parce que tout est ouvert, toute partie prenante peut intervenir et essayer d'influencer les pratiques, d'améliorer les pratiques constatées chez une entreprise. Et d'ailleurs, les directions de la RSE, les directions stratégiques, les directions générales des entreprises vont être très attentives à ces questions-là, autant que les DRH. Et bien souvent, ces questions, elles auront intérêt à être posées non seulement dans les instances de dialogue social classique, mais aussi mettre en copie les opérationnels concernés dans l'entreprise. On y reviendra sur les pratiques dans le prochain webinaire. Donc, pour compléter la réponse à Aurore, je lis dans le chat que vous nous précisez que dans votre entreprise, il y a plusieurs commissions, une commission sociale, une commission santé, sécurité et stratégie. Donc, voilà, pour finaliser cette réponse, chacune de ces commissions peut se saisir du sujet. Et vous dites oui, effectivement qu'il y a un risque que les entreprises bottent en touche, les directions bottent en touche en raison de la transversalité, mais non, finalement, il faut plutôt en faire une force et se dire qu'il y aura plusieurs angles possibles, plusieurs endroits. Donc, l'instance elle-même peut avoir demander de l'information sur la démarche et chacune des commissions pourra aller creuser les différents sujets, les différents risques retenus. Donc, en face, les mesures d'atténuation et de prévention qui sont mises en place, les éventuelles controverses sociétales, comment se prémunir des controverses sociétales. Donc, chacune des commissions aura son rôle à jouer. Moi, je pense qu'il faut faire de cette transversalité une force et non pas comment dire, de partir battu, parce qu'en l'occurrence, voilà, cette transversalité, elle est importante. On peut peut-être ajouter un autre élément sur lequel on n'a peut-être pas été explicite tout à l'heure, c'est que le plan de vigilance qui est publié, c'est une synthèse. Hein, c'est quelque chose qui est public, qui est voilà, annuellement, on fait une photo de là où en est la synthèse du système de vigilance de l'entreprise. Mais de l'intérieur de l'entreprise, vous avez accès à beaucoup plus de documents, d'informations que ce seul plan de vigilance publié. Et en particulier, les experts peuvent vous aider à avoir accès à ces informations. Un système de vigilance, c'est très vaste, hein, c'est pas juste quelques pages du plan de vigilance. Et donc, ça va couvrir beaucoup d'aspects sur lesquels le dialogue social peut porter et sur lesquels, en fait, c'est tout le système de management de la responsabilité sociale de l'entreprise qui peut être interpellé au travers de cet outil, de cette fenêtre du plan. Merci, Olivier. Alors, on a une autre question de Nicolas qui nous dit jusqu'à maintenant, qui prend le lead dans les entreprises la direction de risque, juridique, les achats, la direction de la RSE. Alors, on a quelques éléments de réponse via les observations qu'on a pu mener cette année. Oui, on y reviendra plus profondément, plus en détail dans le prochain webinaire. Mais ce qui est clair, c'est que les pratiques sont très hétérogènes aujourd'hui. Hein. Il n'y a pas une façon de s'y prendre. Il y a beaucoup de pratiques différentes aujourd'hui dans les entreprises. Il y a des entreprises qui ont une approche par les risques juridiques, d'autres plus une approche par les opérationnels qui sont les achats, d'autres plus par l'éthique au travers de la direction de la RSE ou de la direction générale. Parfois, c'est lié à la stratégie. Donc, il n'y a pas un modèle unique. Hein, il n'y a pas un modèle unique. Et c'est pour ça qu'il faut faire du cas par cas. Il faut regarder dans votre entreprise par qui c'est traité, quelle est l'approche qui est décrite dans la cartographie des risques, quelle est l'opérationnalité de ce dispositif, et donc comment vous pouvez intervenir. Alors, une autre question. Comment les attentes ou propositions des IRP peuvent-elles être prises en compte? Une question de Aurélie. Aurélie. Alors, comment est-ce qu'elles peuvent être prises en compte? L'idée, c'est qu'au moins, elles soient enregistrées par l'entreprise, hein, parce que on sait bien que le dialogue social, parfois, on se parle, on dit des choses et les paroles s'envolent. Donc, première chose, pour avoir des chances que les attentes et propositions soient prises en compte dans les systèmes de management de RSE, il faut non seulement les dire par oral, mais les écrire. Hein. Et vraiment, c'est une recommandation forte de notre part. On voit bien la différence quand une attente ou une expression d'une partie prenante est écrite, elle est documentée dans le système de management de la RSE, elle arrive sur le bureau d'une des personnes qui travaillent à la direction de la RSE, qui construit un argumentaire. Ça ne veut pas dire que cette attente elle sera répondue favorablement par l'entreprise, mais au moins elle va expliciter comment elle y répond et pourquoi est-ce qu'il ne donne pas une suite favorable. Donc, pour qu'elle puisse être prise en compte, première chose, les documenter par écrit.
Et deuxième élément, eh bien, il faut suivre les choses. Et c'est pour ça que s'insérer dans les dispositifs de suivi, constituer des commissions, voire même des commissions ad hoc, comme c'est déjà le cas dans certaines entreprises, pour le suivi du plan de vigilance, eh bien, ça peut être des éléments tout à fait adéquats pour s'assurer du suivi d'attentes exprimées dans le cadre du dialogue social. Ok. Une autre question de Claude qui nous demande quelles précautions à prendre pour une petite entreprise française qui se fournit dans une entreprise étrangère censée avoir un plan de vigilance. Alors, les précautions, avant les précautions, il faut s'informer sur ce qui est dit par ces entreprises qui sont soumises à publication. Donc, il faut essayer de prendre connaissance du plan de vigilance. La plupart du temps, il sera écrit en langue française, puisqu'il était pour répondre à la langue française, mais on y reviendra. Les entreprises étrangères ont parfois une interprétation différente de notre droit, donc ce sont des choses sur lesquelles les experts à votre service peuvent vous aider aussi, à décrypter qu'est-ce qui change avec les plans de vigilance de vos clients. Et alors, les précautions à prendre, eh bien, c'est si vous voyez que ce plan de vigilance est susceptible d'influencer sur les relations commerciales que ces clients ont avec votre société comme fournisseur ou comme sous-traitant, eh bien, je pense que vous avez intérêt à en parler localement avec votre direction pour voir si ça a des conséquences sur les conditions d'emploi, voire même sur la quantité d'emploi, sur la façon d'organiser les procédures, si notamment il y a des conséquences possibles sur le suivi des impacts environnementaux, ou des relations commerciales que vous avez avec les clients, sur la documentation, sur la question de santé et de sécurité dans l'utilisation de vos produits. C'est le genre de choses qui peuvent évoluer, sur lesquelles, effectivement, votre entreprise a intérêt à prendre des précautions. Et par là même, les représentants du personnel et les organisations syndicales implantées doivent se pencher sur ces sujets éventuellement délicats. Bon, merci pour cette réponse, Olivier. Et alors, Claude précise sa question. Il y a plein de questions. Est-ce généralisé au niveau international? Alors, si je comprends bien la question, Claude, c'est est-ce que la loi sur le devoir de vigilance est généralisée au niveau international? Alors, aujourd'hui, c'est une loi française. Aujourd'hui, c'est une loi française, mais c'est une loi précurseur qui est en train d'inspirer beaucoup d'autres projets dans beaucoup d'autres pays. On est sur une tendance lourde, on va dire depuis le début de ce millénaire, avec d'abord un processus normatif souple et de plus en plus d'encadrement par le droit. Il y a même un projet de traité à l'ONU sur la responsabilité des multinationales qui est en cours de discussion, qui s'inspire forcément, la feuille de route s'inspire fortement des concepts qui ont été développés dans la loi française, notamment en matière de publication récurrente, de prise en compte des risques et du rôle des parties. Bon, on est loin d'avoir un traité encore aujourd'hui, mais dans un certain nombre de pays, j'ai appris encore cette semaine qu'il y avait une proposition qui se construisait en Finlande, mais il y a plein d'autres pays où il y a des propositions qui sont portées soit par des parlementaires, soit par des acteurs de la vie politique locale, pour essayer de faire avancer le droit, mais on est encore précurseur en France. Alors par contre, la dimension internationale de la loi française, elle existe déjà, c'est-à-dire que vous avez bien compris que si on constate un problème environnemental ou une violation de droits de l'homme bien loin de chez nous, mais qu'il y a une relation d'affaires avec une entreprise qui est implantée chez nous, eh bien, on peut se saisir de la loi française, y compris les acteurs à l'autre bout du monde peuvent venir trouver un juge en France pour essayer de traiter une affaire qui n'aurait pas trouvé une amélioration par la simple gestion des signalements et du traitement d'alerte interne dans l'entreprise. Si ça n'est pas suffisant et qu'il faut aller jusqu'au traitement par un juge, c'est possible, y compris effectivement de façon extraterritoriale, c'est-à-dire pour quelque chose qui s'est passé hors du territoire. D'où l'importance de la prise en compte par les instances représentatives du personnel des éventuels risques réputationnels et de controverses sociétales qui pourraient avoir lieu non seulement sur le territoire français, mais à l'étranger également. Exactement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions qui ont été posées. Donc, si on a encore quelques-unes, on les prend. On n'a plus de post-it, on a étudié tous les post-it. Vous trouverez des questions par post-it, vous saurez tout de la technique
de back-office de ce webinaire. Écoutez, on va peut-être conclure cette session d'aujourd'hui. Je vais juste afficher... pardon, voilà, la technique, décidément. Donc, on va conclure en vous remerciant bien évidemment tous d'avoir participé à ce premier webinaire. Merci de votre même participation active. N'oubliez pas d'aller évaluer cette session. Toutes les remarques sont très bonnes à prendre. Et puis, surtout pendant la campagne qui a commencé hier, la campagne de communication Syndex sur le devoir de vigilance qui a commencé hier et qui termine le 10 octobre, suivez-nous sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, LinkedIn. Il y aura plein d'infos qui vont paraître. Et puis, bien sûr, si vous avez d'autres questions, on est à votre disposition. Vous avez ici l'adresse mail qui apparaît, c'est contact-rse@syndex.fr. Nous serons à votre disposition pour y répondre. Et on vous dit à bientôt. Rendez-vous le 9 octobre à midi pour le prochain webinaire. Merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Plus d'informations sur le devoir de vigilance en vous rendant sur syndex.fr.